Certains secrets, on croit qu'ils resteront cachés jusqu'à la tombe. Certaines paroles aussi. Un testament ne révèle pas seulement les biens matériels, mais peut également mettre au jour les secrets les plus profonds d'une vie. Surtout cette 7e clause dans le testament de mon père. Cette clause a montré que notre famille était bien plus complexe et impitoyable que nous ne l'avions jamais imaginé. Je m'appelle Claire. C'est dans cette maison que j'ai grandi. À mes côtés, mon frère aîné Laurent et dans ses bras, mon père. Cet endroit n'était pas seulement une maison, mais aussi notre refuge. Le matin, je me réveillais avec l'odeur des brioches au fromage que préparait ma mère et nous prenions le petit déjeuner sous le mûrier du jardin. Mon père, un fonctionnaire à la retraite, était aussi l'un des commerçants les plus aimés de notre petite ville. Son épicerie n'était pas seulement notre gagne-pain, mais aussi le cœur de notre quartier. Tout le monde le connaissait, faisait confiance à son honnêteté et à sa générosité. Il nous avait appris que le plus grand héritage n'était ni l'argent ni les biens, mais l'amour et la droiture. Mon père pouvait passer des heures à discuter avec nous, nous parlant du sens de la vie et de l'importance de l'intégrité. Quand on perd son honneur une fois, disait-il, on ne le retrouve jamais. N'oubliez jamais, mes enfants, il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Laurent avait 7 ans de plus que moi, mais ce décalage d'âge n'avait jamais affaibli notre lien. Pour moi, il était à la fois un frère, un meilleur ami et un confident. L'été, dès les premières lueurs du jour, nous courions à l'épicerie de notre père, rangions les caisses et l'aidions au rayon des fruits et légumes. À cette époque, la vie semblait s'être arrêtée. Notre seule inquiétude était d'arriver à temps à la boutique de papa. Mon père répétait souvent « Mes trésors, un jour je ne serai plus là, mais serrez-vous toujours les coudes ». Nous ne comprenions encore pas l'importance de ces paroles. Chaque conseil s'imprégnait pourtant en nous comme les pierres fondatrices de notre vie. Avec le temps, tout a changé. Lorsque Laurent est entré à l'université, les lumières de la grande ville l'ont envoûté. Au début, il appelait souvent, essayait de venir chaque week-end à Lyon. Dans nos conversations, il parlait toujours de ses professeurs, de ses nouveaux amis et de combien il aimait sa nouvelle vie. Puis, peu à peu, les appels se sont espacés, les visites se sont raréfiées. « Claire, tu le sais, c'est une période cruciale pour ma carrière », me disait-il. À l'époque, je n'avais pas compris que son ambition était en train de durcir son cœur. Un jour, nous avons parlé longuement, mais ce n'était plus le même Laurent. Dans ses paroles, il n'était question que d'argent, de carrière et d'ascension sociale. Il ne me demandait plus des nouvelles de notre ville, de nos voisins, de nos souvenirs d'enfance. C'était comme s'il avait enterré cette vie-là. Quand la santé de mon père a commencé à décliner, j'ai renoncé à mes propres rêves d'université. Mes parents vieillissaient, il fallait quelqu'un pour s'occuper d'eux. J'ai supplié Laurent « Viens, papa a besoin de toi !» Mais il était toujours trop occupé. « Claire, je ne peux pas quitter mes affaires, mais je paierai les meilleurs soins pour papa !» répondait-il, comme si l'argent pouvait tout arranger. Pourtant, ce dont mon père avait besoin, ce n'était pas d'argent, mais de notre présence. La chaleur de sa main valait plus que tout l'or du monde. Laurent, lui, se contentait d'envoyer de l'argent pour soulager sa conscience. Mais moi, chaque nuit, veillant au chevet de mon père, je sentais que cet argent n'avait aucune valeur. Les frais médicaux, les visites à l'hôpital, les médicaments, Laurent se bornait à virer de l'argent. À chaque appel, il répétait « J'ai fait un virement, Claire, occupez-vous bien de papa ». Une fois, maman n'a pas pu retenir ses larmes. « Mon fils, ton père n'a pas besoin d'argent, il a besoin de tendresse. Viens, sois simplement avec nous ». Mais la réponse de Laurent était toujours la même. « Je fais ce que je peux, maman ». Ces mots finissaient par nous briser davantage qu'ils ne nous consolaient. Dans les derniers jours de papa, je l'ai appelé à plusieurs reprises, suppliant « Viens,
Il ne lui reste peut-être que quelques heures, mais il n'est pas arrivé à temps. Juste avant de rendre son dernier souffle, papa a murmuré « Laurent, où est mon fils ?» Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Laurent. « Claire, je pars demain !» Mais il était trop tard. Papa avait quitté ce monde sans revoir son fils une dernière fois. Ce jour-là, l'amour que je portais à mon frère a laissé place à une profonde déception. La mort de mon père provoqua un véritable séisme dans notre petite ville. Presque tous les habitants assistèrent aux funérailles. Mon père était comme un père pour tout le monde. Mais au milieu de cette foule, je ne voyais que le visage de mon frère Laurent. Dans ses yeux, il n'y avait ni larmes, ni douleur. Une fois la cérémonie terminée, Laurent avait l'air d'avoir simplement accompli un devoir. Il était tellement pressé qu'il n'accepta pas vraiment les condoléances, ni ne parla avec les amis chers de papa après l'enterrement. Sous les regards stupéfaits de tous, il déclara « Je dois retourner à Paris ». À cet instant, je me suis demandé « Quelle est cette urgence ?» Mais en réalité, cette hâte ne commençait pas ce jour-là. Elle avait commencé des années auparavant. Une semaine après la mort de mon père, notre avocat, Maître Dubois, nous convoqua. C'est alors que nous avons compris qu'avec son décès, une époque se terminait, mais qu'une nouvelle porte s'ouvrait aussi. Dans le salon, ma mère, Laurent et moi attendions dans un silence pesant. Maître Dubois, qui avait été l'un des plus proches amis de mon père, avait lui-même le visage marqué par l'inquiétude. Il s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et déclara « Je suis ici pour vous lire les dernières volontés de votre père. » Laurent, nerveux, bougea sur sa chaise. « Un testament ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Ma mère et moi, nous nous sommes seulement regardés. Pour nous, ce testament, c'était comme la dernière lettre de mon père. Maître Dubois ouvrit le dossier et commença à lire les premières clauses. La maison revenait à ma mère et à moi. L'épargne accumulée grâce à la pension de mon père serait consacrée aux besoins de maman. Tout cela était attendu. Puis vint le tour de Laurent. Il héritait d'une petite somme déposée sur le compte en banque de papa, ainsi que de sa montre ancienne préférée. Le visage de Laurent devint blême. Il espérait manifestement plus. Sans doute avait-il imaginé que mon père avait caché quelque fortune quelque part, mais la vérité, c'est que tout son patrimoine se résumait à la valeur modeste de cette maison. L'avocat poursuivit la lecture. Les objets, les oliviers du jardin, même la vieille poiture de papa étaient listés un à un. Tout paraissait équitablement et justement partagé. Pour moi, le plus important était seulement de garder vivants les souvenirs de mes parents. Mais Laurent, furieux, était sur le point de se lever. Évitant nos regards, il lança « C'est tout !» Au fond de moi, une voix me disait « Oui, c'est tout. Que cette douleur s'achève enfin, sans autre conflit. » Mais comme je me trompais. Maître Dubois tourna alors la dernière page du dossier. Le mélange de colère et de frustration dans les yeux de Laurent m'effraya un instant. L'avocat s'éclaircit la gorge. « Oui, et enfin, l'article 7. » À ces mots, nous nous sommes tous regardés, stupéfaits. Nous pensions le testament terminé. Laurent fronça les sourcils. « L'article 7 ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Pour la première fois depuis le début de la lecture, Maître Dubois paraissait tendu et ému. Il ferma un instant les yeux, puis, comme s'il connaissait ces lignes par cœur, il commença à lire. Les mots que l'avocat lut résonnaient comme dans une scène de film. Chaque phrase éclatait comme une bombe. « Article 7, dit-il, d'une voix plus grave que jamais.
Mon fils Laurent, l'horloge ancienne et l'épargne déposée à la banque qui te reviennent selon ce testament sont soumis à une condition. Si tu ne respectes pas cette condition, l'intégralité de cet héritage sera transférée à ma fille Claire et à ta mère. » Le visage de Laurent devint rouge écarlate de stupeur. « Quelles conditions ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Ma mère et moi restâmes figés, interloqués. Pourquoi mon père avait-il imposé une telle clause à Laurent ? Je n'arrivais pas à le comprendre. Les yeux de Maître Dubois étaient humides, sa voix peinait à articuler les mots. Il déglutit et dit « J'ai également reçu une lettre de votre père. Cette lettre explique en détail le 7e article. » Nous ignorions que mon père avait laissé une lettre, lui qui toute sa vie n'aimait pas tant parler avec des mots. Il exprimait ses sentiments par ses actes. S'il avait écrit cette lettre, c'était forcément d'une importance capitale. Maître Dubois, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Cher Laurent, la lettre était remplie des dernières volontés de mon père, écrites de sa propre main. Il disait « Mon fils, je connais ton ambition et ton attachement à l'argent. Je sais que tu ne te souviendras pas de moi dans ma vieillesse, mais seulement de ma fortune. Mais je n'ai pas de fortune. Ma seule richesse, c'est vous. Dans le testament, je t'ai laissé un petit héritage. Mais la vraie valeur de cet héritage dépend de la condition qui l'accompagne. Cette montre et cette somme ne seront tiennes que si, dans un délai d'1 semaine, tu fais construire une nouvelle fontaine dans le quartier le plus pauvre de notre ville. Et si tu donnes à cette fontaine non pas mon nom, mais celui de ma défunte mère. Je sais que pour toi ce n'est qu'une petite somme, mais c'est un examen. Si tu réussis cette épreuve, alors je saurai que pour toi, la compassion et l'humanité sont plus importantes que l'argent. » À mesure que les mots étaient lus, l'expression de Laurent se durcissait. C'était comme une gifle. Penser que toute la valeur du testament se réduisait à une simple fontaine le rendait fou. Dans ses yeux commençait à brûler la flamme de la colère. À cet instant, tous mes souvenirs d'enfance me revinrent. Les avertissements de mon père « Ne deviens jamais l'esclave de l'argent ». Ces mots, cette petite fontaine, valaient bien plus que toutes les autres clauses du testament. Mon père n'avait pas voulu punir Laurent, mais lui offrir une chance. En échange de 2 modestes héritages, il lui donnait l'opportunité de retrouver sa compassion, son humanité et son amour. Tandis que la voix de l'avocat emplissait la pièce, je ne voyais que les yeux de mon père. Comme il aurait voulu que l'éclat dans les yeux de son fils ne vienne pas de l'avidité, mais d'un élan de cœur. Mais Laurent ne comprenait pas. Toutes ces choses pour lesquelles il s'était battu pendant des années n'avaient aux yeux de mon père aucune valeur. Cette petite fontaine n'était pas seulement une fontaine, c'était le dernier appel de mon père à Laurent, un dernier espoir pour qu'il retrouve les valeurs perdues. Cette lettre n'était pas un testament, c'était une prière de père. Les mots de la lettre de mon père avaient laissé un tel silence dans la pièce qu'on pouvait entendre battre nos cœurs. Le premier bruit qui brisa ce silence fut celui de la chaise renversée quand Laurent se leva brusquement. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» tonna-t-il. « Quel genre de testament est-ce là ? Mon père veut-il me donner une leçon ? Une fontaine ? Après tout ce qu'il a abandonné pour moi, il me laisse une fontaine ?» Maître Dubois tenta d'intervenir. « Monsieur Laurent, c'était la dernière volonté de votre père. » Mais Laurent le coupa net. Dans ses yeux, il n'y avait ni douleur ni respect, seulement l'avidité et la colère. À cet instant, je compris que la plus grande crainte de mon père venait de se réaliser, celle que Laurent place l'argent au-dessus de tout. Ma mère éclata en sanglots. « Mon fils, tu sais combien ton père était plein de bonne volonté. C'était sa dernière volonté.
dit-elle, mais Laurent ne l'écoutait même pas. Ce n'est pas seulement une fontaine, maman. C'est une insulte à toute ma carrière, à tout ce que j'ai accompli, hurla-t-il. Me punit-il parce que je suis resté loin de vous toutes ces années ? Je ne pus me contenir davantage. Es-tu venu uniquement pour l'argent, Laurent ? demandai-je, la voix tremblante. Tu n'as même pas été là pour sa maladie, ni pour sa mort. Tu t'es contenté de nous envoyer de l'argent pour apaiser ta conscience. Et quand tu dépensais cet argent, ton cœur n'a-t-il jamais saigné ? Le visage de Laurent devint blême. Je voyais que mes paroles l'avaient atteint, mais cela ne fit qu'attiser sa rage. « Cette histoire n'est pas terminée !» cria-t-il, avant de claquer violemment la porte et de quitter la maison. Le fracas de la porte brisa le silence, laissant ma mère s'effondrer en sanglots. Maître Dubois nous regardait, impuissant. Mon frère venait de rejeter le testament de mon père. Alors que nous étions réunis pour clore une querelle d'héritage, la véritable bataille ne faisait que commencer. Laurent allait-il vraiment refuser d'accomplir la dernière volonté de notre père ? Alors, qu'adviendrait-il de ce testament, de cette petite fontaine et de cet héritage ? À cet instant, il ne resta dans la pièce que les sanglots et le poids du silence. Je fermai les yeux. Cette fontaine, cette petite somme. Je compris alors pourquoi mon père avait réduit son héritage à quelque chose d'aussi simple. Même dans son dernier souffle, il avait voulu nous protéger de l'esclavage de l'argent. À Laurent, il n'avait pas seulement laissé une fontaine, mais une boussole pour retrouver la conscience, la compassion et l'humanité qu'il avait perdue depuis longtemps. Mais Laurent avait vu dans ce testament une insulte. La distance entre nous, je la voyais clairement maintenant. Ce n'était ni mon père ni moi qui l'avions créé. C'était son ambition dévorante. Cette nuit-là, je n'avais pas seulement perdu un héritage, mais aussi, à jamais, mon frère bien-aimé. Quand je restais seule avec ma mère, nous ne savions pas quoi faire. Même Maître Dubois semblait bouleversé. Le refus de Laurent de respecter le testament de mon père signifiait qu'il perdrait son héritage et que la montre précieuse et les économies reviendraient à ma mère et à moi. Mais nous ne voulions pas de cet héritage. Tout ce que nous voulions, c'était retrouver notre ancienne famille. Alors maintenant, Laurent allait-il vraiment piétiner la dernière volonté de notre père et renoncer à tout cet héritage ? Ou bien était-ce sa dernière chance, et peut-être pour la première fois de sa vie? Choisirait-il l'amour plutôt que l'argent ? Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit. Après que Laurent eut claqué la porte avec colère, il ne resta que le poids du silence et de la stupeur. Quand la vibration de la porte s'éteignit, le silence devint si profond qu'il me rendait presque sourde. Ma mère, les mains sur le visage, tentait d'étouffer ses sanglots. Ses épaules tremblaient, son corps âgé était secoué à chaque pleur. Moi, assise sur le canapé, j'essayais d'assimiler ce qui venait de se passer. Mon esprit vagabondait entre nos souvenirs d'enfance, les étreintes chaleureuses de mon père et le sourire ambitieux de Laurent. Comment une atmosphère si pleine d'amour avait-elle pu engendrer une telle colère ? C'était comme si, avec la mort de mon père, un nuage sombre s'était abattu sur notre maison. Pendant quelques minutes, personne ne parla. Seul le bruit du vent s'infiltrant par la fenêtre rompait ce silence. Finalement, ma mère leva la tête, les yeux gonflés. Sa voix tremblait. « Mon fils, pourquoi a-t-il fait cela ? Ton père l'aimait tant. » Je pris ses mains dans les miennes et, malgré la tempête en moi, j'essayai de l'apaiser. « Maman, dis-je doucement, papa l'aimait, oui, mais il avait vu aussi grandir son avidité. Son testament n'était pas une insulte,
C'était un espoir. Il voulait offrir à Laurent une dernière chance. Ma mère répondit, la voix brisée. « Et s'il ne veut pas de cette chance ?» Je n'avais pas de réponse. Le dernier souhait de mon père était un appel à la conscience de Laurent, mais sa conscience semblait étouffée par l'argent et l'ambition. Mon frère, que j'avais tant aimé, s'était transformé en étranger. Maître Dubois brisa enfin le silence qui régnait dans la pièce. Lui aussi semblait bouleversé. Ses mains tremblantes rangeaient le testament et la lettre de mon père dans sa serviette. « Madame Claire, dit-il d'une voix douce, juridiquement, nous devons respecter ce testament. Si Monsieur Laurent ne fait pas construire la fontaine dans la semaine, l'héritage reviendra à vous et à votre mère. » Ma mère et moi nous regardâmes. Nous ne voulions pas cet héritage. Ni la montre, ni l'argent n'avaient de valeur pour nous. Tout l'enjeu était de savoir si Laurent passerait cette épreuve. L'héritage qui nous reviendrait ne serait que le symbole de sa faillite morale. Je savais que le véritable legs de mon père était cette maison, cette lettre et nos souvenirs. Le reste n'était qu'un test. Je me tournai vers Maître Dubois, porté par une détermination nouvelle. Ma voix tremblait, mais je savais ce que je devais dire. Alors, si Laurent ne construit pas la fontaine, c'est nous qui le ferons. Le dernier souhait de mon père sera accompli, peu importe à qui revient l'héritage. Ma mère me regarda, stupéfaite. « Mais Claire, mais qu'est-ce que tu dis? Comment allons-nous faire ?» À cet instant, quelque chose s'illumina en moi. Le testament de mon père n'était pas seulement une épreuve, c'était un dépôt sacré. Même si Laurent le rejetait, nous l'accepterions. Cette fontaine ne serait pas qu'une fontaine, elle deviendrait le symbole des vraies valeurs que mon père nous avait transmises, la compassion et l'amour. Cette nuit-là, une seule question hantait mon esprit. Lorsque la semaine de délai prendrait fin, que se passerait-il? L'espoir de mon père triompherait-il? Ou bien la victoire appartiendrait-elle à l'avidité? Et si cette dernière l'emportait, comment pourrions-nous, ma mère et moi, réaliser le dernier souhait de mon père? Après que Laurent eut claqué la porte avec rage, les jours s'étirèrent comme des siècles. Chaque seconde, chaque minute faisait partie de ce délai d'une semaine fixé par le testament de mon père. Avec ma mère, nous sursautions à chaque sonnerie du téléphone, à chaque notification. Nos cœurs bondissaient dans nos poitrines. Nous oscillions sans cesse entre l'espoir et la déception, comme suspendus à un fil invisible. Tout semblait dépendre d'une nouvelle venant de Laurent. Mais ni appel, ni message. C'était comme s'il avait complètement oublié le testament de notre père. Et nous avec. Le silence de la maison nous emprisonnait. Ce silence murmurait combien Laurent s'était éloigné de nous, combien il était perdu. Chaque nuit, je repensais à ces mots d'enfant. « Claire, je serai très riche un jour et je t'emmènerai avec moi. » Quelle naïve promesse c'était! Le 4e jour d'attente, je ne pus plus tenir. Je me rendis dans le quartier pauvre dont parlait la lèpre de mon père. C'était le plus vieux et le plus misérable de la ville. Les ruelles étaient étroites et boueuses, les maisons délabrées. Les enfants y jouaient près de flaques d'eau sales, joyeux malgré leurs vêtements en lambeaux. Là, devant mes yeux, se trouvait l'endroit où mon père voulait que soit construite la fontaine de Laurent. En la voyant, je compris pourquoi il y tenait tant. Cette fontaine apporterait plus que de l'eau. Elle apporterait de l'espoir. Elle serait la dernière preuve de la foi de mon père en l'humanité. Quelques enfants coururent vers moi en criant « Grande sœur !» Leurs lèvres sèches,
leurs mains gercées, était une vérité bien plus criante que l'avidité de Laurent. Dans ce quartier, je rencontrai une vieille femme aux yeux fatigués, mais au sourire chaleureux. Elle s'appelait Tante Jeanne. Elle me confia que leur communauté souffrait depuis des années du manque d'eau. « Nous utilisons l'eau des puits, ma fille, » dit-elle. « Mais parfois, cela ne suffit pas. Si seulement nous avions une fontaine, nos enfants, nos anciens, auraient enfin de l'eau potable. » En voyant l'espoir briller dans ses yeux, quelque chose se brisa en moi. Je compris que le testament de mon père allait bien au-delà de l'épreuve imposée à Laurent. Il concernait l'avenir de ces gens. En repartant, ma résolution s'était changée en montagne. Que Laurent accepte ou non, moi, je ferai bâtir cette fontaine. Je réaliserai le dernier vœu de mon père, coûte que coûte. C'était ma promesse, à lui et à ses habitants. Finalement, la semaine prit fin. Ce jour-là, personne ne parla à la maison. Avec ma mère, nous nous contentâmes d'attendre. Pas de repas, pas de télévision. Le temps s'écoulait lentement, comme pour nous torturer. Une seule question occupait mon esprit. Laurent allait-il, à la dernière minute, accepter le testament de mon père ? Céderait-il à son avidité et tout rejetterait-il ? Ou bien se produirait-il un miracle ? Et à minuit, dans ce silence glaçant, le téléphone sonna enfin. À minuit, dans l'obscurité totale et le silence oppressant, la sonnerie du téléphone éclata comme une bombe. Ma mère et moi sursautâmes. Après une seconde de stupeur, nos cœurs battaient à tout rompre. Nous échangeâmes un regard. Qui pouvait appeler à une telle heure ? Était-ce Laurent, annonçant qu'il avait changé d'avis au dernier moment ? Ou bien n'était-ce que le début d'un cauchemar ? La sonnerie résonnait dans toute la pièce, comme si elle nous appelait à faire face à quelque chose. J'hésitais à décrocher. Finalement, je pris une profonde inspiration, saisis le combiné d'une main tremblante et appuyai sur le bouton. « Allô ?» murmurai-je presque inaudible, la gorge nouée. De l'autre côté, ce n'était ni mon frère, ni une voix attendue. Une voix masculine, inconnue, au ton mécanique, se fit entendre. « Suis-je bien en ligne avec Madame Claire ?» demanda-t-il. Sa voix portait à la fois l'autorité d'un avocat et la froideur d'un employé de banque. « Oui, c'est moi. » répondis-je, « je vous écoute. » Ces mots, en un instant, pulvérisèrent tous nos espoirs. Ce n'était pas la conscience de Laurent qui nous parlait, mais son avidité. « Je suis l'avocat de Monsieur Laurent. Je vous appelle pour vous informer au sujet du testament de votre père. » Ma mère me regardait avec inquiétude. Laurent, au lieu de construire une fontaine, avait engagé un avocat. Cela signifiait qu'il avait choisi de déclarer la guerre au dernier souhait de mon père. Une seule question me traversa l'esprit. « Pourquoi ?» Les paroles de l'avocat s'imprimèrent dans mon esprit, mot pour mot. Laurent refusait le testament et lançait une procédure pour le faire annuler. « Nous affirmons que votre père n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales, » disait-il. C'était un affront, une négation de la mémoire de mon père, son dernier vœu réduit à un simple délire. À cet instant, le froid de la pièce me pénétra jusqu'aux os. Laurent tente-t-elle non seulement de nous voler notre héritage, mais aussi de dépouiller mon père de son honneur. Lorsque l'appel prit fin, ma mère et moi restâmes figés, les larmes coulant sur nos joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère et de déception. Le dernier vœu de mon père avait été trahi. Il y avait une limite à tout. Et ce soir-là, je compris que Laurent avait définitivement perdu sa conscience. Plutôt que d'honorer la mémoire de notre père, il avait choisi de lui faire la guerre. Mais moi, j'étais décidé à accomplir son dernier souhait. Le geste de Laurent nous entraînait dans une bataille judiciaire. Pourtant, pour moi,
ce ne serait jamais une simple querelle d'héritage. Ce serait une lutte pour l'honneur de mon père et pour ériger cette petite fontaine. À cet instant, je réalisais que cette histoire n'était pas seulement celle d'un testament, c'était l'histoire de ma mère et moi menant un combat contre la cupidité au nom de l'amour et de l'humanité. Et ce combat ne faisait que commencer. Laurent ferait tout pour invalider le testament de notre père, et nous étions prêtes à tout pour défendre son honneur. Ce n'était pas seulement une fontaine, pas seulement un héritage, c'était une question d'honneur. Après avoir raccroché, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Avec ma mère, nous ne pûmes ni parler ni garder le silence. Chacune de nous luttait contre ses propres cauchemars dans cette nuit sans fin. Quand les premiers rayons du jour filtrèrent à travers la fenêtre, nous dûmes à nouveau affronter cette réalité glaciale. La guerre que Laurent avait déclarée à notre père n'était plus seulement une affaire familiale, c'était devenu une affaire juridique bien plus impitoyable. Ce matin-là, nous n'avions ni la force de boire du thé, ni l'appétit pour toucher au petit déjeuner. La mémoire de mon père était salie par l'avidité de Laurent, et nous ne pouvions plus rester spectatrices. Je pris aussitôt mon téléphone et appelai notre avocat, maître Dupont. Ma voix tremblait, mais ma résolution était claire. « Maître Dupont, dis-je, Laurent a contesté le testament de mon père par l'intermédiaire d'un avocat. Pouvez-vous, je vous prie, nous éclairer ?» La voix de maître Dupont trahissait une inquiétude sincère. « Cela me peine profondément, Madame Claire. Venez à mon bureau, nous devons parler d'urgence. » Ce fut la première fois depuis le décès de mon père que ma mère et moi quittions la maison avec un tel objectif. Sur le chemin, son silence attissait encore davantage ma détermination. Elle n'arrivait pas à croire que Laurent ait pu aller aussi loin. Remettre en question la santé mentale de son propre père était l'insulte la plus cruelle. Moi, je savais déjà que jamais je n'accepterais une telle offense. Le bureau de maître Dupont était, comme toujours, impeccable et ordonné. Mais derrière ce calme apparent grondait une tempête. Lorsqu'il nous vit entrer, son expression nous révéla toute la gravité de la situation. Il nous invita à nous asseoir et posa des dossiers devant nous. « L'avocat de M. Laurent, dit-il, exige les notes, conversations et rapports médicaux de votre père des 6 derniers mois. Ils prétendent qu'au moment où le testament a été rédigé, votre père n'avait plus la capacité de prendre des décisions. » Ma mère, les larmes aux yeux, s'exclama « Dupont, c'était son père. Comment peut-il faire ça à son propre père ?» À cet instant, je compris que la conscience de Laurent s'était desséchée depuis longtemps. C'était la cruauté d'un homme prêt à tout pour de l'argent. Ce qui pour nous représentait une fontaine, pour lui n'était qu'une affaire judiciaire, une guerre menée contre l'honneur de notre père. Je serrai la main de ma mère. Nos larmes s'étaient taries, remplacées par une détermination nouvelle. Je me tournai vers maître Dupont et dis « Nous devons gagner ce procès. Nous protégerons l'honneur de mon père. Nous prouverons que les accusations de Laurent ne sont que des mensonges. » Ma mère acquiesça doucement. Dans ses yeux brillait la même résolution que dans les miens. Ce n'était déjà plus une simple querelle d'héritage, c'était le combat entre les valeurs que notre père nous avait transmises et l'avidité de Laurent. Toute l'honnêteté, l'honneur et l'amour que mon père nous avait inculqués
allait désormais devenir notre bouclier. Et jamais, je le savais, je ne laisserais tomber ce bouclier. En sortant du bureau de maître Dupont, une lourdeur tomba sur la maison. Le silence n'était plus seulement une nostalgie, mais aussi une peur. Chaque jour, nous attendions une nouvelle lettre des avocats de Laurent. Chaque document signifiait une nouvelle calomnie, un nouveau mensonge lancé contre l'honneur de mon père. Chaque matin, ma mère feuilletait les vieux albums, cherchant à prouver, à travers chaque photo, combien mon père avait toujours été saint d'esprit et brillant. « Regarde, Claire, disait-elle, ici il raconte des blagues à nos petits-enfants et nous rions aux éclats. Est-ce que cela ressemble à un fou ?» Ces efforts réchauffaient mon cœur, autant qu'ils révélaient notre impuissance. Une simple feuille rédigée par un avocat avide pouvait remettre en question toute une vie d'intégrité et de lucidité. C'était insensé. Que les dernières volontés de mon père soient utilisées comme preuve de la cupidité de Laurent, créait en moi une douleur indicible. Dans le cadre de la procédure, notre avocat nous demanda d'aller parler aux personnes que mon père avait côtoyées durant ces derniers mois. Pour moi, ce fut une démarche à la fois douloureuse et réconfortante. J'allais rendre visite aux anciens amis, aux voisins de notre petite ville. Tous étaient bouleversés et indignés par l'attitude de Laurent. « Votre père avait l'esprit plus clair que la plupart d'entre nous, Claire, » me dit un ancien voisin. « Comment Laurent peut-il faire cela à son propre père ?» Ces paroles n'étaient pas seulement des témoignages, elles étaient aussi des consolations. Leur respect pour mon père réduisait à néant les accusations de Laurent. Pourtant, chaque conversation ravivait en moi une plaie. Le simple fait que le nom de mon père soit désormais associé à de telles accusations me déchirait. Les derniers instants passés à ses côtés, ces moments précieux, je devais maintenant les défendre dans une salle d'audience face aux questions glaciales d'un avocat. Les jours passaient, puis les semaines. Finalement, l'avocat de Laurent nous fit parvenir une mise en demeure officielle. Un texte sec, froid, saturé de termes juridiques impitoyables. Il demandait l'annulation du testament de mon père pour incapacité mentale et absence de discernement juridique. Ces mots transperçaient mon cœur comme des balles. Cela prouvait que même après la mort de mon père, Laurent continuait à nous traiter en ennemis. Je me tournai vers maître Dupont et murmurai « Comment c'est possible, maître ?» Il haussa les épaules impuissant. « Laurent ne semble pas prêt à abandonner, Madame Claire. Ce sera un combat long et difficile. » À cet instant, je compris que nous n'étions pas seuls. À nos côtés, il y avait l'honnêteté de mon père, son humanité et l'amour que les gens lui portaient. Aux yeux de tous, il avait toujours été un homme honorable. L'avidité de Laurent ne pourrait jamais changer cette vérité. Ce combat n'avait rien à voir avec l'argent. C'était une question d'honneur. Et moi, je savais que je le gagnerais, quel qu'en soit le prix. Ce matin-là, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. En ouvrant les yeux, je fixais les fissures au plafond de ma chambre et je me demandais, les souvenirs, l'amour et l'honnêteté de mon père pouvaient-ils résister à quelques feuilles de papier et aux paroles glaciales d'avocat? Dehors, la vie suivait son cours. Les gens partaient travailler, les enfants couraient vers l'école. Mais pour nous, tout avait changé. L'héritage et l'honneur de mon père allaient désormais être jugés dans une salle d'audience. Avec ma mère, nous faisions de notre mieux pour nous soutenir mutuellement. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence. Nous nous sommes habillés en silence. Et nous avons quitté la maison en silence. Ce jour-là, nous emportions dans ce bâtiment officiel et glacial la sérénité que mon père nous avait laissée en héritage. Tout au long du trajet, ma mère portait la main à son cœur,
comme si ce petit geste suffisait à protéger la mémoire de mon père. Quand nous avons franchi la porte du tribunal, l'air pesant de la salle suffisait à étouffer nos espoirs. L'atmosphère était si froide et impersonnelle qu'il semblait que tout sentiment humain devait rester à l'extérieur. Autour de la table, il y avait nous, notre avocat, Maître Dupont, et en face, l'avocate Laurent. Mon frère était là, distant et froid comme lors des funérailles. Il portait un costume coûteux et serrait nerveusement le bord de son dossier. Il évitait soigneusement nos regards, comme si nous n'étions pas sa famille, mais simplement un mur. Son avocat tenta de prouver que l'esprit de mon père n'était plus sain, manipulant même les gestes les plus innocents de mon père pour les transformer en preuves. Dans les derniers mois avant son décès, qu'a-t-il dit lorsqu'on lui a parlé ? Demanda-t-il à Maître Dupont d'un ton ironique. Il s'inquiétait de l'avenir de son fils, répondit-il. L'avocat de Laurent s'en servit aussitôt. Vous voyez, cette relation était nourrie par les paranoïas d'un esprit malade. À cet instant, la colère bouillonnait en moi comme un volcan. Ces hommes insultaient la mémoire de mon père. Mon regard croisa alors celui de Laurent. Il releva la tête. Dans ses yeux, je ne vis ni honte, ni regret, seulement une froide détermination. Comme s'il disait « C'est moi qui ai raison ». Ce regard blessait plus que toutes les paroles. Quand l'audience prit fin, Maître Dupont nous transmit la date de la prochaine. « Ce n'est que le début, dit-il. » Je compris alors à quel point ce combat serait long et épuisant. Les mots de l'avocat de Laurent résonneraient toute la nuit dans mon esprit. Dire que mon père n'avait plus toute sa tête, c'était cracher sur mes souvenirs d'enfance, sur tout ce qu'il m'avait appris. À cet instant, je compris que Laurent avait définitivement rompu son lien avec notre père. Il avait rejeté jusqu'à la dernière leçon que papa avait voulu lui laisser. Mais moi, j'étais déterminée à accomplir sa volonté et à protéger son honneur. Pour moi, ce n'était pas une querelle d'héritage. C'était la preuve vivante de l'amour et de l'honnêteté que mon père nous avait transmis, et je montrerai cette preuve au monde entier. En sortant de cette salle glaciale, le monde extérieur me parut étranger. Le poids que nous portions contrastait avec l'agitation des passants. Nous manquions d'amour ? Personne ne savait comment le nom de mon père avait été sali dans la bouche d'un avocat. Personne ne voyait comment la cupidité d'un frère pouvait s'attaquer à l'honneur de son propre père. Mais peut-être que c'était mieux ainsi, car cette histoire, c'était la nôtre. Et ce combat, nous allions le mener avec la foi dans les valeurs que mon père nous avait laissées. Pour accomplir sa dernière volonté, pour bâtir cette fontaine, nous affronterions Laurent. Et sur ce chemin, cette fontaine ne serait pas qu'une source d'eau, elle serait notre victoire. Le véritable héritage de mon père, c'était cette solidarité, cette foi. Et moi, je protégerai cet héritage, quel qu'en soit le prix. En sortant de cette salle d'audience oppressante, un vent glacial nous frappa en plein visage. Le vacarme de la ville, son agitation, paraissait étranger au silence qui régnait en nous. Tout au long du chemin, ma mère et moi ne prononçâmes pas un mot. Je serrais simplement sa main, fort, comme pour lui dire tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le procès souillait les souvenirs les plus précieux de mon père, ses instants les plus intimes, par la cupidité de Laurent. L'accusation selon laquelle l'esprit de mon père n'était plus lucide se plantait dans mon cœur comme un poignard.
Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit ce regard froid de mon frère. C'était comme s'il ne m'avait jamais connu. À cet instant, je compris que, pour lui, ni le passé ni l'avenir n'avaient de valeur. Seule la puissance de l'argent comptait. Ce jour-là, il ne s'agissait pas simplement d'une audience. C'était l'éclatement définitif d'une famille. De retour dans notre village, l'atmosphère paisible de la maison nous enveloppa comme un refuge. Chaque objet, chaque recoin portait encore la mémoire de mon père. Je réalisais alors une fois de plus pourquoi ce combat était si crucial. Laurent ne cherchait pas seulement à obtenir un héritage, il tentait d'effacer les valeurs mêmes que mon père nous avait laissées, l'amour, l'honnêteté, la dignité. Au lieu d'affronter un testament qui le mettait face à ses responsabilités, il préférait en contester la validité, attaquant ainsi l'honneur de mon père. Cette cruauté éveillait en moi une colère profonde, mêlée à une tristesse indicible. Voir le dernier souhait de mon père réduit à une bataille juridique humiliante me brisait intérieurement. Parfois je me demandais que fallait-il faire, lutter contre Laurent ou céder en silence. Mais chaque fois que je doutais, les valeurs que mon père m'avait transmises, l'honneur et l'intégrité, me relevaient. Ce combat n'était pas seulement émotionnel, il avait aussi un coût financier écrasant. Les honoraires d'avocat, les frais de procédure. Un soir, Maître Dupont m'appela pour nous transmettre la première facture. En raccrochant, une lourdeur m'envahit. Jusqu'ici, j'avais cru que notre lutte était seulement morale, mais elle avait aussi un prix matériel. Le salaire de ma mère et mes économies ne suffiraient peut-être pas. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre, une idée s'imposa à moi. Cet petit héritage que Laurent avait rejeté, cet argent destiné à lui, devenait pour nous une arme. Mon père avait toujours su que la vraie valeur d'une chose ne dépendait pas de son montant, mais de l'usage qu'on en faisait. Désormais, cet héritage allait nous servir à défendre son honneur. Je fermais les yeux et murmurais « Papa, nous protégerons ton nom. Nous serons fidèles à ton héritage. » Dès lors, ce combat n'était plus un procès, c'était une mission. Cette nuit-là, alors que ma mère dormait, je songeais à la signification de cet héritage refusé par Laurent. Ce refus prouvait qu'il avait trahi le testament et tourné le dos à la mémoire de notre père. Mais pour nous, cet argent devenait une lueur d'espoir. L'ironie du destin voulait que la vraie valeur de cet héritage dépende de l'usage qu'on en ferait. Et moi, je savais que je l'utiliserais pour défendre l'honneur de mon père. Cet argent deviendrait notre arme. Ce petit héritage, d'abord destiné à une fontaine, devenait l'outil qui laverait le nom de mon père. Je compris alors que mon père avait prévu cela. Il connaissait la cupidité de Laurent, son obsession pour l'argent. Peut-être était-ce pour cette raison qu'il avait inscrit ce fameux 7e article. Cet héritage était une épreuve, non seulement pour Laurent, mais aussi pour nous. Et nous étions décidés à prouver que nous étions dignes de lui. Le processus juridique impitoyable que Laurent avait engagé par l'intermédiaire de son avocat s'était vite transformé en murmure courant dans tout notre petit village. Jusqu'alors, j'avais cru que mon père était aimé de tous, mais je réalisais désormais que cet amour était mis à l'épreuve.
Quand j'allais chez l'épicier, les regards des voisins avaient changé. Certains me regardaient avec compassion et soutien, d'autres avec curiosité et jugement. « Tu as entendu ? Son fils a dit que son père n'avait plus toute sa tête !» murmurait une voix. « Quelle honte !» répondait une autre. Ces chuchotements me transperçaient le cœur comme des épines. Mon père avait bâti sa vie sur l'honnêteté et l'amour. À présent, ses valeurs étaient souillées par l'avidité de Laurent. Et nous ne faisions pas que les affronter. Nous étions aussi devenues, aux yeux du village, les actrices d'une pièce tragique. Avec ma mère, nous essayions de garder la tête haute. Nous répondions au soutien par des sourires reconnaissants. Ces murmures nous rendaient plus fortes, car chacun d'eux nous rappelait que nous devions protéger l'honneur de mon père, quoi qu'il en coûte. Notre avocat, maître Dupont, nous demanda d'accélérer les préparatifs pour la prochaine audience. Ce n'était pas seulement une affaire d'avocat préparant un dossier. Pour nous, c'était redécouvrir mon père. Nous sommes entrés dans son bureau. Là se trouvaient les cahiers qu'il avait remplis pendant des années, les notes prises au coin de ses livres et les journaux intimes qu'il avait rédigés. Chaque ligne révélait combien il était un homme sage et plein de vie. Dans ses carnets, il avait écrit son amour pour nous, ses rêves pour l'avenir et même sa fierté devant les succès de Laurent Ville. En lisant ces mots, des larmes coulaient sur nos joues. Les accusations d'instabilité mentale brandies par l'avocat de Laurent apparaissaient pour ce qu'elles étaient, des mensonges ignobles et infondés. Chaque phrase, chaque pensée de mon père prouvait la clarté et la force de son esprit. Ce n'était pas seulement des preuves pour le tribunal, mais aussi une véritable thérapie pour nos âmes. Même après sa mort, il continuait à nous donner de la force. Laurent, qui avait montré si peu de respect pour la mémoire de son propre père, ignorait tout cela. Sans doute, dans son confort luxueux, s'était-il contenté de donner procuration à son avocat, laissant régler ces détails à sa place. Pour lui, ce procès n'était pas une affaire d'honneur, mais un simple dossier. Pour nous, chaque jour était différent. Nous touchions une photo de mon père, nous ravivions un souvenir et nous luttions pour lui. Laurent démontrait de la manière la plus cruelle combien l'argent pouvait changer un homme. Pour nous, ce procès n'était pas une affaire juridique, mais une mission. Protéger les valeurs d'amour et d'honnêteté que mon père nous avait laissées contre les mains sales de l'avidité de Laurent. Et je savais que j'irais jusqu'au bout. Cette fontaine ne serait plus seulement une source d'eau, mais un monument à l'honneur de mon père. Le jour de la deuxième audience arriva. Avec ma mère, nous marchâmes vers le tribunal. Quand nous respirâmes de nouveau cet air étouffant, je n'éprouvais plus la peur de la première fois. Au contraire, en moi brûlait un courage hérité de mon père. Ses carnets, ses notes, ses lettres et ses souvenirs étaient mes armes les plus puissantes. Devant la porte de la salle d'audience, je me tournai vers ma mère. Dans ses yeux, je vis pour la première fois une détermination nouvelle. Elle ressentait la même force que moi. En face, Laurent et son avocat nous attendaient. Le visage de Laurent affichait toujours la même froideur. Mais ce jour-là, je le vis pour ce qu'il était vraiment, pitoyable. Car tandis qu'il s'accrochait à l'argent, nous nous accrochions à l'héritage le plus précieux que mon père nous avait laissé, l'amour et la dignité. À cet instant, je sus que nous gagnerions cette bataille, car notre cause était juste, car à nos côtés, nous avions la plus grande force que mon père nous ait transmise, sa mémoire. Le jour de la deuxième audience,
L'atmosphère était encore plus tendue que la première fois. La peur en moi avait laissé place à une foi déterminée. Avec moi, la peur dans les yeux de ma mère s'était aussi dissipée. Ce jour-là, nous n'étions pas là seulement pour l'héritage de notre père, mais aussi pour son honneur. L'avocat de Laurent, avec son ton froid et distant, recommença à parler. Il présentait même les gestes les plus innocents de mon père comme des preuves de folie. Le père de mon client, dans ces derniers mois, n'avait plus toute sa raison. C'est pourquoi il s'était éloigné de sa famille, affirmait-il. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des éclairs. Je voulais crier la vérité. Laurent ne s'était pas éloigné par inquiétude pour la santé de notre père, mais uniquement pour son argent. Mais les règles de cette bataille juridique étaient différentes. À ce moment, je compris une fois de plus combien ce combat était injuste. D'un côté l'honnêteté et l'amour, de l'autre les mensonges et l'avidité. Quand ce fut votre tour, notre avocat, Maître Dupont, prit une profonde inspiration et présenta au juge les journaux et les photos que mon père nous avait laissés. Ces journaux étaient remplis de ses pensées et de ses sentiments des derniers mois. Je vis le sérieux du juge se transformer peu à peu en curiosité en les parcourant. Maître Dupont lut à haute voix des passages, les poèmes, les plaisanteries et les lignes où mon père exprimait son amour pour nous. Chaque mot détruisait les arguments de l'avocat de Laurent. Nous nous souvenions du visage sage et aimant de notre père dans ces derniers jours. À ce moment, ma colère envers Laurent se transforma en une douleur profonde. Je ne comprenais toujours pas comment son propre fils pouvait rejeter un testament aussi rempli. Le jour de la deuxième audience, l'atmosphère était encore plus tendue que la première fois. La peur en moi avait laissé place à une foi déterminée. Avec moi, la peur dans les yeux de ma mère s'était aussi dissipée. Ce jour-là, nous n'étions pas là seulement pour l'héritage de notre père, mais aussi pour son honneur. L'avocat de Laurent, avec son ton froid et distant, recommença à parler. Il présentait même les gestes les plus innocents de mon père comme des preuves de folie. Le père de mon client, dans ces derniers mois, n'avait plus toute sa raison. C'est pourquoi il s'était éloigné de sa famille, affirmait-il. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des éclairs. Je voulais crier la vérité. Laurent ne s'était pas éloigné par inquiétude pour la santé de notre père, mais uniquement pour son argent. Mais les règles de cette bataille juridique étaient différentes. À ce moment, je compris une fois de plus combien ce combat était injuste. D'un côté l'honnêteté et l'amour, de l'autre le mensonge et l'avidité. Quand ce fut notre tour, notre avocat, Maître Dupont, prit une profonde inspiration et présenta au juge les journaux et les photos que mon père nous avait laissés. Ces journaux étaient remplis de ses pensées et de ses sentiments des derniers mois. Je vis le sérieux du juge se transformer peu à peu en curiosité en les parcourant. Maître Dupont lut à haute voix des passages, les poèmes, les plaisanteries et les lignes où mon père exprimait son amour pour nous. Chaque mot détruisait les arguments de l'avocat de Laurent. Nous nous souvenions du visage sage et aimant de notre père dans ces derniers jours. À ce moment, ma colère envers Laurent se transforma en une douleur profonde. Je ne comprenais toujours pas comment son propre fils pouvait rejeter un testament aussi rempli d'amour. Son indifférence à ses preuves, sa facilité à renier les derniers souvenirs de son père creusait en moi une blessure encore plus grande. Le moment le plus décisif arriva lorsque le juge se tourna directement vers Laurent. Il lut une phrase tirée du journal de mon père. « Mon fils Laurent,
je te demande après ma mort. » Puis il demanda à Laurent, « Pourquoi avez-vous rejeté ces mots écrits par un père que vous aimiez tant dans son testament ?» Le silence s'installa dans la salle d'audience. Le visage de Laurent devint blême. Ses yeux ne se posèrent ni sur son avocat, ni sur nous. Il regarda seulement le sol. Cette question n'était pas juridique, c'était une question de conscience. Et Laurent n'avait plus assez de conscience pour y répondre. Au lieu d'honorer la dernière volonté de notre Père, il avait choisi de piétiner son honneur. À ce moment-là, aussi douloureux que cela fut, je compris pourquoi mon père avait écrit ce 7e article. Ce n'était pas seulement un héritage, c'était une boussole pour que Laurent retrouve la compassion et l'humanité en lui. Mais Laurent avait perdu cette boussole. À la fin de l'audience, le juge repoussa sa décision à la prochaine séance. Mais pour moi, le verdict était déjà tombé. Ce jour-là, Laurent n'avait pas perdu le procès devant la justice, mais devant sa propre conscience. Quand nous sortîmes de la salle d'audience avec ma mère, nos visages portaient la fatigue, mais aussi la fierté. Nous avions protégé l'honneur de mon père. Face à l'avidité de Laurent, à ses mensonges et aux mots glacés de son avocat, nous avions défendu ce que mon père nous avait légué de plus précieux, l'honnêteté et l'amour. Et ce combat n'était pas pour une simple fontaine, mais pour l'honneur d'une famille et la mémoire de notre père. Ce combat, nous l'avions déjà gagné. Après la 2e audience, le poids étouffant qui pesait sur nous s'était peu à peu dissipé. Le juge avait annoncé la date de la prochaine séance. Mais pour nous, la décision la plus importante avait déjà été rendue. Ce jour-là, Laurent n'avait pas perdu le procès au tribunal. Il avait perdu sa propre conscience. Et nous avions protégé le véritable héritage que notre père nous avait laissé, l'honnêteté et l'honneur. Sur le chemin du retour, nous ne prononçâmes pas un mot. Nous nous contentâmes de nous tenir la main, savourant en silence cette victoire intérieure. Peu importait la durée de la procédure judiciaire, nous n'allions pas attendre. Nous ne pouvions plus différer la dernière volonté de notre Père, ni les valeurs qu'il nous avait transmises. Ce jour-là, avec ma mère, nous prîmes une décision silencieuse. Commencer immédiatement la construction de la fontaine. Ce ne serait pas seulement un projet de construction, mais un hommage à l'honneur de notre Père. Le lendemain, avec l'aide de notre avocat, Maître Dupont, nous trouvâmes un contremaître et nous rendîmes dans le quartier pauvre. Nous allions utiliser le petit héritage refusé par Laurent pour bâtir cette fontaine. Quand les habitants du quartier nous virent arriver, un mélange d'étonnement et d'espoir se dessina sur leur visage. Madame Jeanne, une vieille femme aux yeux fatigués mais au sourire chaleureux, nous dit « Nous avions entendu dire que vous viendriez, mais nous pensions que ce serait un miracle. » Ses yeux étaient pleins de larmes. À cet instant, je compris une fois de plus la véritable valeur de cet argent. Ce n'était pas un chiffre sur un compte bancaire, mais l'espoir dans les yeux de ces gens. Lorsque les fondations de la fontaine furent posées, ce n'était pas seulement des pierres que l'on mettait en place, mais aussi toutes les valeurs que notre Père nous avait enseignées. Les enfants du quartier, armés de petites pelles, essayaient de nous aider. Cette scène avait infiniment plus de sens et d'émotion qu'une salle d'audience glaciale. Réaliser la dernière volonté de notre Père n'était pas seulement un devoir, c'était un acte d'amour et d'honneur. Au fur et à mesure que la construction avançait, les murmures de la ville changeaient eux aussi. D'abord sceptiques,
Les voisins commencèrent à nous soutenir. Certains venaient prêter main forte, d'autres apportaient du thé chaud. L'honneur de notre père se reconstruisait grâce aux efforts de tous ces gens. Je compris alors que mon père avait prévu cette situation. Il savait que l'avidité de Laurent l'empêcherait d'accomplir sa dernière volonté. Mais en nous laissant cet argent, il nous avait permis de mener cette mission à terme. Nous l'utilisions pour protéger son honneur. Cet argent, méprisé par Laurent, élevait désormais le nom de mon père comme un monument. La fontaine n'était pas seulement une source d'eau, elle devenait le symbole de l'amour, de la compassion et de l'honnêteté. Même après sa mort, mon père continuait de nous donner sa plus grande leçon. Le véritable héritage, ce sont les valeurs que l'argent ne peut pas acheter. Quand la fontaine fut terminée, le plus vieux et le plus pauvre des quartiers de notre ville devint soudain le plus riche. Sa richesse se mesurait au rire des enfants abreuvés d'eau claire et au sourire sincère des habitants. Sur la fontaine, comme notre père l'avait voulu, nous inscrivîmes le nom de notre grand-mère. Cette plaque n'était pas seulement un nom, mais un symbole de l'amour et de la compassion que notre père nous avait transmis. À cet instant, je compris que ce procès, cette bataille pour l'héritage, n'avait en réalité aucune importance. La véritable victoire, ce n'était pas la perte de conscience de Laurent, mais le fait que nous ayons accompli la volonté de notre Père. Et nous avions prouvé que nous étions dignes de lui. Nous avions protégé son honneur de la plus belle des manières. Le jour de l'inauguration de la fontaine, le quartier le plus pauvre de notre ville vivait sans doute l'un des plus beaux jours de son histoire. Le ciel était limpide, le soleil éclatant. Tous les habitants s'étaient rassemblés pour être témoins de ce miracle. Maître Dupont fit un court discours et évoqua le testament de mon père. Ces paroles intensifièrent encore l'émotion que nous ressentions déjà pour cette fontaine. Avec ma mère, en voyant la joie sur les visages de ces gens, notre fatigue se transforma en une fierté indescriptible. L'héritage que Laurent avait méprisé, cet argent qu'il jugeait dérisoire, touchait désormais la vie de toutes ces personnes. Les enfants applaudissaient de bonheur en voyant l'eau jaillir de la fontaine. À cet instant, je compris combien notre combat avait servi une cause juste. Les valeurs que notre père nous avait transmises prenaient enfin une forme concrète, redonnant vie à des existences. Soudain, au milieu de la foule, je distinguai une silhouette qui s'avançait vers nous. Je ne voyais pas clairement son visage, mais je reconnaissais sa démarche, sa posture. C'était Laurent. Son costume coûteux jurait tellement avec cette foule qu'il semblait venir d'un autre monde. Il n'était accompagné ni de son avocat, ni de personne d'autre. Il était seul. Son visage était pâle, vidé de colère et d'avidité. Ses yeux restaient fixés sur la fontaine. À ce moment-là, je ne ressentis ni haine ni colère, seulement une profonde tristesse. En arrivant près de nous, ses yeux croisèrent la fatigue inscrite sur le visage de ma mère, les callosités sur mes mains et surtout la joie éclatante des enfants buvant à la fontaine. Il murmura doucement « Claire ». Sa voix tremblait. Dans ses yeux, je vis pour la première fois cette stupeur enfantine. Je ne trouvais rien à dire. Je me contentais de montrer la fontaine du doigt. « Voilà, dis-je, le fruit de l'héritage que Père t'avait laissé. Cet argent que tu avais méprisé transforme aujourd'hui la vie de ces gens. Père ne nous a pas seulement laissé un héritage, mais une épreuve de conscience. Tu l'as refusé. Et maintenant, cet héritage est là, sous les yeux de toute la ville. » Laurent détourna la tête,
son visage d'une pâleur extrême. Je vis dans ses yeux qu'il comprenait enfin. Cette montre ancienne, ses économies, tout cet argent n'avait aucune valeur face à cette fontaine. J'étais certaine qu'il venait de saisir la grandeur de la dernière volonté de mon père, une volonté empreinte d'amour et de compassion. Je compris alors que mon père n'avait pas voulu construire seulement une fontaine. Il avait voulu bâtir de l'espoir pour nous et une conscience pour Laurent. Mais Laurent ne dit rien. Il tourna simplement les talons, se fondit dans la foule et s'éloigna. À cet instant, il me sembla que toute l'affaire, toute cette querelle d'héritage, s'était éteinte. Je voyais le poids sur ses épaules. Il avait perdu cette bataille, non pas devant un juge ou face à un avocat, mais face à sa propre conscience. Il venait de recevoir la dernière leçon de notre père. Ce jour-là, nous n'avions pas seulement remporté un procès, nous avions protégé l'honneur de notre père et prouvé au monde entier la force des valeurs qu'il nous avait transmises, l'amour, la compassion et l'honnêteté. Et cette victoire valait plus que tous les jugements des tribunaux. Une semaine après l'inauguration de la fontaine, notre avocat, Maître Dupont, nous appela. Sa voix était plus enjouée que d'habitude. « Madame Claire, dit-il, l'avocat de Monsieur Laurent a annoncé le retrait de la procédure. Apparemment, il a décidé d'abandonner. » En raccrochant, je ressentis un soulagement, mais aucune joie, car le véritable procès, nous l'avions déjà gagné, pas dans une salle d'audience, mais au pied de cette fontaine. Nous savions que la conscience de Laurent avait cédé sous le poids de son avidité. Ce jour-là, ni ma mère ni moi n'avons célébré ni pleuré de bonheur. Nous nous sommes simplement regardés en silence. Nous savions que l'héritage méprisé par Laurent avait protégé l'honneur de mon père. Quelques jours plus tard, nous sommes allés, ma mère et moi, sur la tombe de mon père avec un bouquet de fleurs. Ma mère s'assit devant la pierre et murmura « Laurent n'a pas accepté ton testament, mais nous avons construit cette fontaine pour toi. Nous avons préservé ton honneur. » Je me suis penchée et à mon tour, j'ai chuchoté « Papa, nous avons protégé ton héritage. Le mépris de Laurent a prouvé la sincérité de notre amour pour toi. Ton plus grand legs n'était ni cette petite épargne, ni cette maison. C'était l'honnêteté et la compassion qu'un père lègue à son enfant. Et parce que je possède cet héritage, je me sens être la personne la plus riche du monde. »